début de l'année 143. Alors que la neige tombait par gros flocons et que la plupart des cols étaient bloqués par la glace, les orques et les barbares estimèrent qu'il fallait frapper les premiers. Ce fut donc une surprise totale quand les légions du Septentrion ravagèrent les villages et les bourgs entre Ickleton et Razrovik. Cette attaque surprise mit à mal les défenses du sud, et les seigneurs s'en allèrent auprès des deux cités pour implorer de l'aide. Jakor et Yartar espéraient qu'un des deux n'allait pas supporter l'invasion très longtemps et se soumettra au second. Quelle ironie de la part du peuple qui avait utilisé cette même stratégie de division contre les elfes noirs quelques décennies plus tôt. Que penserait Tolbar de tout ça ? C'est donc divisé que les hommes d'Ickleton et de Razrovik allaient combattre. Le printemps arriva et les raids ont précipité les réfugiés dans les grandes villes, qui n'étaient pas préparés à un tel afflux de population. Les problèmes sanitaires et de sécurité noircissaient davantage le tableau. La bataille de Faorsein coinça une armée de 500 guerriers razrovikois dans les mines. Ce fut donc un coup terrible porté au royaume. La campagne brûla tout au long de l'année 144 et les suzerains Jakor et Yartar étaient pointés du doigt par la population meurtrie qui avait salué la guerre à son commencement et qui maintenant implorait la clémence des dieux. La famine n'allait pas tarder alors que les premiers flocons allaient de nouveau se poser sur les clochers. Pour marquer un point d'ancrage fort, le roi orc Crocobal et son allié Walorm de Ferpik, chef des clans barbares, convergèrent sur un petit monastère nommé Taharen, situé dans les montagnes à l'ouest, pour s'en servir comme base avancée et attaquer Ickleton par l'ouest. Avant cette guerre, personne, pas même les nains Oglorim et les elfes sylves, n'avait remarqué la petite communauté isolée dans la montagne. Une armée de 1200 guerriers marcha jusqu'au monastère qui avait porte close. Crocobal proposa aux moines de se rendre en échange d'un sauf-conduite jusqu'à la plaine du sud. Sa réponse fut une pierre filante droite depuis les remparts sur l'un de ses officiers. On aurait dit un tir de fronde. C'était un tir à main nue. La situation était claire et l'assaut fut lancé avec rage. Une journée entière de combat et la porte rouge du monastère n'a reçu aucune éraflure malgré les coups de bélier. Les orques furent repoussés par les mystérieux combattants qui se battaient étrangement avec des armes légères, rapides, sans armure, mêlant magie et arts martiaux mystiques. Un groupe de 100 moines composé d'elfes, d'humains, de demi-elfes et même d'orques et de demi-orques osa une attaque contre le campement barbare. Ce fut le coup de grâce et une débâcle générale dans les montagnes. Ce fut la première défaite infligée à l'Alliance du Kyros et la nouvelle se répandit dans le nord que les orques n'étaient pas invincibles, offrant pour la première fois de l'espoir. Pourtant, la guerre allait être longue et malgré le regain de force des humains et des elfes, le conflit n'était qu'à son commencement. Durant toute la décennie, Shaera Elsin organisa raids et escarmouches contre les Kyrosiens. Des groupes d'aventuriers acceptèrent de l'aider, et les elfes sylves lui apportèrent son soutien pour protéger le pays. Ce qui au départ n'était qu'une petite milice multiculture évoluant en une petite armée organisée qui causa beaucoup de tort aux orques et aux barbares dans les forêts au pied de la montagne du Kyros. En 151, le chef barbare Walorm de Ferpik assembla une grande part de ses forces et pourchassa les Elsiniens dans la région. Shaera envoya une lettre au vice-roi Jakor pour des renforts, mais aucune réponse ne lui parvint. Elle savait que les armées du vice-roi étaient occupées à l'est et ne s'attendait en vérité qu'un silence de sa part. Dans la fuite de son armée, elle n'eut d'autre choix que de se replier au sommet d'un haut plateau rocheux, encerclé par les barbares. La résistance s'organisa, mais les pertes étaient énormes des deux côtés. Que ce soit par des éboulements, des sortilèges ou des batailles rangées, les Elsiniens donnaient tout ce qu'ils avaient dans cet ultime combat qu'ils savaient perdu d'avance. Soudain, une trompette résonna dans la vallée. De l'autre côté, sur le versant sud-est du plateau, l'armée conjointe d'Ickleton et du Mindol chargèrent sur les flancs de l'armée de Walorn avec leur cavalerie lourde et leurs paladins griffons. Dans un dernier effort, Shaera affronta Walorn et s'élança sur le barbare. Ils disparurent ensemble dans une crevasse du plateau rocheux. Elle mourut en héroïne ce jour-là et sa tombe fut creusée au sommet du plateau. La victoire fut remportée et le corps de Walorn fut rendu aux tribus qui le rapportèrent au Septentrion pour le brûler sur un navire, comme l'exige la tradition du Vicari. Privés de leur chef, le reste des clans se dispersèrent à la grande colère du chef orc Crocobal. Il refusa de voir son peuple subir l'agression des hommes au nom de leur gloire futile. Il emporterait avec lui, s'il le faut, la ville symbole des hommes. Razrovik allait tomber. C'est à l'initiative de Frithsara Willern,
la fille adoptive du seigneur Yarta, que la fin de la guerre allait se jouer. Trop de personnes étaient mortes. Pourquoi? Pour rien. Fride ne tenant plus, elle rassembla les lanciers de Tolbar, une unité d'élite arborant les capes blanches pour l'escorter jusqu'au Kyros et y négocier la fin des hostilités, sans bien sûr prévenir le vice-roi Yarta. La guerrière aux cheveux de feu partit dans les montagnes jusqu'aux ruines de Faorsen. Les murs de la mine étaient noircis par les incendies du début de la guerre. Elle offrit une sépulture aux centaines de soldats morts isolés dans la montagne. Elle permit aux lanciers de repartir. Aucun ne bougea. Elle franchit les pics gelés directement au royaume des orques avec sa troupe. Les patrouilleurs orques la remarquèrent et tendirent une embuscade. Fride ordonna la reddition. Offrir la paix avec en prime du sang n'était pas dans ses intentions. Elle fut conduite à Crocobal qui l'interrogea sur la raison de sa venue et il lui rit au nez quand il entendit la petite sotte parler de paix alors que les humains avaient pour objectif de se donner en compétition pour désigner leur roi en massacrant des orques. Maintenant que les choses tournent mal, son ennemi, Kouar, envoie sa propre fille négocier la paix. Le rire se transforma en colère. Il évoqua les familles qui ont perdu leurs proches à cause des hommes et des elfes. Il jura sur leur tombe que leur honneur sera lavé et que la paix sera effective que lorsque plus aucun humain ne vivra en Lurbarie. Concernant la princesse, le roi avait un projet tout à fait sordide, l'exécuter devant sa chère ville et exposer son corps aux yeux de son peuple. Fride et ses lanciers furent enfermés. Tout espoir de paix avait disparu et elle s'en voulait d'avoir conduit ses compagnons dans sa tragédie. La grille s'ouvrit et un orque blanc nommé Warzrock demanda à la guerrière si elle était sincère dans ce qu'elle avançait, que ce qu'elle désirait le plus était ironiquement la paix. La jeune femme lui assura qu'il s'agissait de la vérité. L'orque lui dit alors de récupérer ses affaires et de s'enfuir, car l'armée razrodicoise les avait suivis et qu'une bataille allait éclater. Mais avant, il promit que la paix arriverait très vite. Intriguée, mais reconnaissante, elle comprit qu'Azrock était le fils de Crocobal et qu'il allait prendre sa place bientôt. Avant de se quitter, l'orque lui offrit un collier d'os. Quand tout sera fini, ceci symbolisera la paix. Orques et trolls en armure se rassemblèrent dans les galeries et marchèrent en direction de l'armée de Yartar sur le flanc de la montagne. Fritsara et ses lanciers furent rattrapés entre deux pics rocheux et durent se battre pour survivre. La lutte se poursuivit, mais le gros de l'armée orque les avait rattrapés. Ils n'étaient qu'une trentaine contre des centaines. La compagnie tint bon, prête à mourir pour protéger leur princesse. L'armée du vice-roi Yartar arriva, et les orques se rassemblèrent. Fride retourna auprès du seigneur et l'implora de ne pas donner l'assaut, que le fils héritier du Kyros allait prendre la place de son père et que la paix serait alors possible. Yartar repoussa sa fille adoptive et fit préparer ses troupes pour une charge générale. Un orque s'avança entre les deux armées. Il s'agissait d'Azrock. Fride était heureuse de le voir et tenta une nouvelle fois de convaincre son père de ne pas attaquer. La flèche siffla et la mort de Yartar fut immédiate. Il bascula de son cheval à côté de sa fille, choqué, le souffle coupé, les larmes rougissant son visage. « Tu voulais la paix, Fride !» s'écria Azrock. « Te voilà reine. Maintenant, prends la place de ton père et implore-moi la paix. » Fride se releva, dégaina son épée qu'elle sera si fort que ses poings blanchirent. Sans crier, elle chargea en direction de l'assassin comme une furie. Paniquée de voir leur reine s'avancer de la sorte, ses lanciers accoururent à ses côtés. « Protégez votre reine! Protégez Fritsara !» D'un seul hurlement retentissant, toute l'armée s'enragea et chargea dans la horde. La folie allait encore frapper. Fride leva son épée sur Azrock qui lâcha son arc pour prendre sa hache. Le duel se déroulait au cœur d'un cercle formé de lanciers qui retenaient les farouches montagnards jusqu'à l'arrivée du reste de la troupe. Fride se battait avec rage et le jeune orque perdait du terrain jusqu'à ce que finalement il soit touché au torse. La guerrière l'acheva sous les yeux de Crocobal, bien vivant, sautant de son loup au milieu des lanciers pour sauver son fils. Trop tard, Azrock avait payé de sa vie. Hurlant de colère et de tristesse, le grand chef du Kyros engagea Fride dans un ultime combat. La jeune reine recula, blessée, le sang coulant de sa tête, se mêlant à la rousseur de sa chevelure. La sueur brûlait ses yeux, mais elle tint bon. C'était une nordique, une femme du peuple libre. Mais à ce moment-là, la gloire n'était présente nulle part autour d'elle. Les lanciers étaient sacrifiés les uns après les autres, et le cercle se rétrécissait.
Dans une fougueuse parade, Frith parvint à désarmer et à renverser Crocobal. Elle se plaça au-dessus de lui, la lame rouge de son épée sous la gorge. « Ton fils avait pour projet de t'assassiner et de négocier la paix avec moi. Il a tué mon père, tout comme il t'aurait tué. Arrête cette folie, Crocobal. La mort ne t'effraie pas, mais nos peuples sont en train de crever à cause de gens qui justifient les tueries par l'honneur. » Crocobal était fou de colère. « Tu mens! Mon fils ne m'aurait jamais trahi. Rejoins Torios en enfer !» Frith saisit alors le collier qui lui avait été donné et le jeta à la figure de l'orque. « Cet objet m'a été donné par ton fils quand il nous a aidés à nous enfuir. » Le visage de Crocobal se décomposa. C'était un collier d'union, une demande en mariage. Ainsi c'était vrai. Azrock avait aidé les humains. Il a provoqué cette bataille. Le chef tourna la tête et aperçut un loup, protégeant sa meute, en lui interdisant d'approcher de la tuerie. Il comprit alors. Il comprit le rôle que son père lui avait légué. Protéger la meute. Il réalisa qu'il ne valait pas mieux en cet instant que les humains. Ce massacre devait prendre fin. Le chef ordonna à ses troupes de se replier. Soulagé, Frith fit de même et l'aida à se relever. Le champ de bataille s'éclaircit, ne laissant que la cavalerie Worg et les lanciers de Frith pour veiller à la tranquillité des négociations. Quelques jours plus tard, à Eagleton, Frith signa avec Jakor la fin de la rivalité entre les deux cités et la paix avec le Kyros. En 153, la guerre prit officiellement fin. Désormais, là où Frith s'est battu, protégé jusqu'au bout par les lanciers de Tolbar, se dressent deux statues en l'honneur de leur courage et de leur combat pour la paix. Paxa lui avait souri. La déesse rousse s'était-elle incarnée en Frith? Était-ce la Providence? Le royaume de Tolbar n'est plus. À sa place, deux royaumes alliés, Eagleton et Razdrovik. Cela est d'autant moins une menace, à la fois pour les orques que pour les barbares. Parfois, l'équilibre des forces prévaut à la dominance d'un camp. Du côté des elfes et des demi-elfes, cette paix pose enfin la fin de la discrimination. Une ville représente depuis cette union renouvelée et l'apaisement des esprits en la ville d'Elsine, construite sur le plateau de la bataille menée par l'héroïne demi-elfe, qui a rejoint le panthéon des héros du Nord avec Joacter et Tolbar. À Razdrovik, Sa Majesté Frith Sara devint souveraine incontestée. Ses efforts seront tournés tout au long de sa vie à préserver la paix. Mais les dieux avaient d'autres plans, car un ennemi se préparait de l'autre côté de la mer. Entends-tu les lamentations de la femme qui pleure encore, de l'enfant vivant ou mort, que ses larmes réclament encore? La paix qu'on a acquise, combien a-t-elle coûté? Le prix en sang versé, demain peut s'envoler. Notre reine, notre souveraine, cœur ouvert hurlant sa peine, sacrifiant jusqu'à sa vie, pour qu'on puisse dormir tranquille. Gardien chevalier, seigneur remonté, suivons le blason de celle que nous chantons. Les jours s'écourtent quand sonne la fin, profit de ce jour sans lendemain. Notre reine, notre souveraine, cœur ouvert hurlant sa peine, sacrifiant jusqu'à sa vie, pour qu'on puisse dormir tranquille. Quand la paix s'effrite, j'en appelle à Frith, défendre les faibles pour fendre la haine. Tends-nous les bras, serre-nous très fort, ton peuple t'attend, se remémore. Notre reine, notre souveraine, cœur ouvert hurlant sa peine, sacrifiant jusqu'à sa vie, pour qu'on puisse dormir tranquille.